Manger ou dormir? Là est la question pour nous les lions. Ce matin, c'est moi, Léa, la lionne, qui surveille les antilopes. Un troupeau de bubales circule tout près d'ici. Mon clan m'a chargé de guetter le meilleur moment pour leur sauter dessus à moindre effort. Mon territoire se trouve en Afrique centrale, en pleine région du Sahel, au sud-est du Tchad, dans le parc national de Zakouma. Jusqu'ici, Zakouma, c'était un véritable Éden pour nous les lions. Nous étions 150 à nous partager plus de 3000 km². Dans mon clan, nous nous répartissons le travail. Pendant que l'un de nous guette les proies, le reste de la famille se repose à l'ombre, 20 heures sur 24, autour de ma mère. J'ai 2 ans, comme mon frère et ma sœur. La crinière de mon frère commence à pousser, mais elle restera courte. Une longue crinière, ça tient trop chaud. Nous sommes en saison sèche. Il fait 45 degrés. Ici, nos mâles se sont adaptés à la chaleur, mais si le climat se réchauffe encore, leur crinière risque de disparaître complètement. Lui, c'est Léo, le grand mâle de notre clan. Je ne peux pas l'imaginer sans crinière. Notre pelage, à nous les jeunes, est encore moucheté. En grandissant, nos taches vont s'estomper. Dans quelques mois, j'aurai un beau pelage fauve tout uni. Les coussinets sous mes pattes servent à marquer mon territoire. Les glandes qu'ils contiennent déposent mon odeur partout où je passe. Un arbre à l'ombre bien épaisse au bord d'une mare, il n'y a pas de meilleur endroit pour dormir d'un œil, tout en guettant les proies. Les oiseaux d'eau se rassemblent par milliers sur les mares, mais il me faut 4 kilos de viande par jour. Un oiseau, ça ne compense pas les calories qu'on dépense à l'attraper. Midi, l'heure la plus caniculaire. Les proies se précipitent au bord de la mare. Moi, je préfère attendre le coucher du soleil pour chasser. Il fera moins chaud et je serai moins visible. Un phacochère bien gras se souille dans la boue pour se protéger du soleil et se débarrasser des parasites. Il y a aussi des babouins. Beaucoup plus nourrissant, un buffle. En tuer un permettrait de nourrir tout notre clan pendant plusieurs jours. Il y en a 8000 à Zakouma. Ça veut dire alerte au lion en langage babouin. Le chef babouin alerte toute la savane dès qu'il m'aperçoit. Il croit protéger sa famille. Mais, comme nous disons entre nous, le babouin aboie et le lion va boire. Je partage mon territoire avec mon lointain cousin, le léopard. Nos espèces évoluent séparément depuis près de 10 millions d'années. Ma petite voisine, la civette, est une cousine encore plus éloignée. Notre parenté remonte à un ancêtre commun vieux de peut-être 40 millions d'années. Il était minuscule. C'est en France que les scientifiques ont retrouvé certains de ses fossiles. La civette chasse les animaux qui vivent dans l'eau ou près de l'eau
comme l'aigle pêcheur. Il passe ici environ une voiture par semaine, mais c'est toujours au mauvais moment. Mon domaine, c'est cette immense savane arbustive, l'une des dernières savanes de ce type soudano-sahélien encore intacte dans toute l'Afrique. La saison sèche est loin d'être terminée. Depuis quelques années, dans tout le Sahel, la saison sèche est de plus en plus sèche. Pourtant, les girafes trouvent toujours quelque chose à manger. Les mères se méfient de nous. Elles surveillent leurs jeunes de très près. On les appelle des girafes blanches, une sous-espèce d'Afrique centrale. Elles ne vivent plus qu'ici, au sud du Tchad et au Niger. Des autruches, oh, rien que de l'os et des plumes. Il n'y a plus que 400 éléphants à Zakouma. C'est la conséquence d'années de braconnage. À présent, dans le parc national, ils sont bien protégés. Leur nombre recommence à croître. Eux non plus ne craignent pas les épines d'acacia. Et ils replantent la savane en rejetant les graines. Nous les apprécions beaucoup, surtout les jeunes, qui sont plus tendres et plus faciles à attraper. Le plus grand prédateur de nos éléphants, c'est l'homme. Les défenses de nos éléphants restent petites par sélection défensive, face aux braconniers qui ont massacré pour l'ivoire tous ceux qui portaient de grandes défenses. Ma sœur et mon frère surveillent. Des gazelles d'orca. Raté! Mais c'est comme ça que nous, les jeunes lions, nous faisons notre apprentissage. En mai, le niveau de l'eau baisse à grande vitesse. Les grues couronnées viennent picorer la dernière herbe verte au fond de la mare. C'est là aussi que les phacochères, les gazelles d'amas, les cobs de fassa viennent brouter. Voilà mes meilleurs amis, les gardes du parc national. Ils me protègent et protègent mes antilopes contre les braconniers nuit et jour sans quitter leurs armes. Plusieurs d'entre eux y ont laissé leur vie. Au crépuscule, ils installent leur bivouac tout près de la mare. Si mes proies étaient menacées, ils interviendraient tout de suite. Comme tous les soirs, les mange-mille viennent boire. 1,5 milliard de ces petits oiseaux vivent au Sahel. Comme leur nom l'indique, ce sont des pilleurs de graines. Quand ils s'abattent sur les cultures, c'est une vraie catastrophe pour les paysans. Mais ici, en brousse, il n'y a pas de culture. Ils ont tous les droits. Le crépuscule, c'est l'heure de la mare pour les éléphants. Lorsqu'elle baisse la tête, la girafe prend de grands risques. Si nous lui sautons sur le cou, elle ne pourra pas se relever.
Ce soir, maman nous emmène chasser mon frère et moi. Nous avons encore besoin de ses leçons avant de nous débrouiller sans elle. Mais toute notre vie, nous chasserons le plus souvent en famille. Nous nous approchons tranquillement des Bubals. Nous commençons à les encercler. Ils nous ont entendus. La chasse continue. Pour finir, nous avons attrapé un buffle. Au début du mois de juin, un coup de tonnerre lance la saison des pluies. Elle va durer jusqu'en novembre. C'est un vrai déluge. La température a chuté de près de 15 degrés. En quelques jours, on passe de l'extrême sécheresse aux inondations. Toutes les rivières débordent. Entre la saison sèche et la saison des pluies, nulle part en Afrique, le contraste n'est aussi grand qu'ici, à Zakouma. Au Sahel, depuis quelques années, la nature passe violemment d'un extrême à l'autre. La sécheresse s'aggrave, et les inondations aussi. Il y a de l'eau partout. Ça fait bien l'affaire du Varan, mais pas la nôtre. Nous, les lions, nous avons horreur de nous mouiller les pattes. L'herbe reverdit. Les graminées offrent un spectacle enchanteur. Les herbivores s'en délectent. Les babouins se gavent de jeunes pousses toutes fraîches. Les insectes se sont multipliés. Les oiseaux insectivores s'en régalent. Du petit calao au guêpier écarlate, en passant par le relier d'Abyssinie. Pour nous, les carnivores, en saison des pluies, la vie est difficile. Je regrette presque la saison sèche. La végétation était rare et déshydratée. La vue était dégagée sur les proies. À présent, les feuillages sont épais, les herbes très hautes. Comment voulez-vous attraper une antilope là-dedans? Cette antilope cheval bien dodue me nargue. Comme il y a de l'eau et de l'herbe partout, les proies sont dispersées.
Au lieu de suivre un troupeau, il faut les traquer une par une. Pas moyen d'attaquer ces cobs de Fassa. Un mâle hargneux protège sa petite famille. Les girafes sont de plus en plus fuyantes. La gazelle de Thompson serait une belle proie, mais elle est trop rapide, même si je cours à 60 km/h. Je ne vais quand même pas me contenter d'une pintade. Une pintade, c'est une proie pour le chacal, mais même lui a du mal à les approcher. Quand tout est détrempé, le seul endroit où l'on peut marcher les pattes au sec, c'est la piste construite par les humains. De la girafe au babouin, tout le monde y laisse ses empreintes et aussi son urine. Les papillons viennent pomper les sels minéraux qu'elle contient. La saison des pluies, c'est la saison des amours. Ces deux cobs de Fassa se disputent une femelle. Le grand Kalao déploie la splendeur de sa gorge rouge. Sa compagne, elle, a la gorge bleue. Les tisserands ont du travail. Des mâles rafistolent leur vieux nid de l'année dernière. D'autres se tissent un nid tout neuf et tout vert avec les herbes fraîches. Le beau Léo, le grand mâle de notre clan, vit des moments difficiles. Il sera le père de mes futurs lionceaux. D'habitude, le travail de Léo consiste à nous protéger des agressions des mâles vagabonds. Et c'est nous, les femelles, qui chassons pour lui. Mais notre groupe est dispersé. Léo est seul avec son frère et ils sont tous les deux affamés. Ils aimeraient bien attaquer cette petite famille d'éléphants, une femelle et son grand jeune escortés par un mâle. Léo guette le moment favorable, les éléphants ne se doutent de rien. Pas de chance, le mâle a senti le danger. Léo renonce. Les gardes viennent de passer une semaine en brousse sous les trompes d'eau.
Ils ont besoin de se reposer au village, leurs chevaux aussi. Leur piste passe sous la héronnière. Chez les hérons, l'activité est intense. Il faut nourrir les nombreux jeunes. J'ai beaucoup de mal à attraper des proies en brousse, alors j'essaye de m'approcher du village de Zakuma. Dans le village, en plus des gardes et de leurs chevaux, il y a toutes sortes de créatures bonnes à manger. En saison des pluies, les phacochères se rapprochent des habitations. Ils viennent se mettre à l'abri des prédateurs, dont je fais partie. Ils font bon ménage avec les chevaux des gardes. Entre herbivores, ils se comprennent et se supportent. La tombée de la nuit, c'est l'heure du lion. Je prends la piste du village. Jusqu'au petit matin, je vais rôder autour des cases. Sans succès. Les animaux domestiques sont enfermés et les phacochères sont invisibles. Je repars en brousse. La piste est une frontière. D'un côté, mon territoire, le parc national. De l'autre, la zone périphérique. Les troupeaux ont le droit de venir y pâturer. Ce matin, les enfants du village y conduisent leurs chèvres. Traverser la piste pour aller se servir, rien de plus simple. Mais c'est risquer la mort. La vie est mal faite. Les chèvres n'ont pas le droit de traverser la piste pour brouter dans le parc national. Et moi, pour ma sécurité, je ne dois pas en sortir. La savane a bien changé. La saison des pluies dure en principe 6 mois. Elle est vitale pour nous les lions. Elle permet à tous les herbivores de reprendre du poids. Mais nous commençons à trouver le temps long. Les grenouilles sont à la fête. Il paraît qu'au Sahel, les pluies deviennent de plus en plus violentes. Le climat passe d'un extrême à l'autre de plus en plus souvent. Mars, la sécheresse est à nouveau bien installée. Moi, j'ai réussi à survivre grâce à la solidarité familiale. Avec ma mère, mes sœurs, mes frères, mes cousins et cousines, nous nous sommes partagés les proies. En décembre, j'ai passé près d'une semaine avec le beau Léo. Et 110 jours plus tard, je me suis cachée sous l'arbre le plus touffu que j'ai pu trouver. C'est là que j'ai donné le jour à mes premiers lionceaux. C'était il y a 4 jours. Ils ont encore leur cordon ombilical et les yeux fermés. À leur naissance, chacun de mes 3 moustiques ne pesait pas plus d'1 kilo. Moi, j'en pèse environ 150. Ils remuent dans tous les sens. Je dois sans cesse les ramener contre moi.
Le beau Léo, leur père, fait son devoir de mâle dominant. Il reste quelques jours près de nous pour nous protéger, mais son rôle de père va s'arrêter là pour le moment. Mon frère et ma sœur restent aussi à proximité. Après les naissances, mon clan me protège pendant quelques jours des lions vagabonds, des hyènes, des léopards qui pourraient venir tuer mes lionceaux. Je ne peux pas m'éloigner d'eux. Ils ont besoin de moi à chaque minute. Au bout de quelques jours, Léo, mon frère et ma sœur s'en vont. Je reste seule avec mes lionceaux et j'ai faim. Nous nous installons pour une bonne nuit de sommeil. On dit qui dort dîne. On verra bien. Avec le crépuscule, la girafe voudrait boire. Elle hésite. Je devine ce que Léo va faire. Le lendemain matin, les vautours sont déjà à l'affût. Les marabouts aussi. Ils devront attendre un bon moment avant d'aller se servir. Léo et son frère ont tué la girafe. Léo s'est déjà servi. Son frère campe en propriétaire sur sa proie. Une appétissante odeur de chair fraîche flotte sur la savane. Mais cette girafe est trop éloignée pour que j'aille me servir moi-même. Et chez les lions, on ne livre pas les repas à domicile aux mères de famille. Mon clan ne m'apportera pas un morceau de girafe. Mes lionceaux grandissent de jour en jour. Ils commencent à ouvrir les yeux. L'un d'eux est nettement en avance sur les deux autres. Je l'appelle Léo le Jeune. Léo le Jeune n'arrête pas de revendiquer la meilleure tétine et le plus gros câlin. Le beau Léo a retrouvé de l'appétit. Il a repris sa place et tant qu'il est là, il ne fera pas bon s'approcher. Les aigles bateleurs attendent leur tour. Cette girafe avait le cuir solide, mais Léo a de bonnes dents. Les deux frères se relaient nuit et jour sur leur trésor. Ils n'entendent pas le partager de sitôt, qu'on se le dise. Et moi, pendant ce temps, j'ai de plus en plus faim. Je vais devoir m'occuper de mon prochain repas. Ces bubales m'intéressent. C'est la première fois que j'abandonne mes lionceaux. Mes trois petits monstres sont de plus en plus gourmands et cela m'épuise. C'est normal après 3 naissances.
J'ai toujours chassé avec ma mère, mon frère ou ma sœur. Alors, attraper toute seule une antilope cheval, c'est mission impossible. Je vais plutôt tenter un bubal. Le bubal, c'était le bon choix. Après mon repas, je surveille les restes de loin. Sur la mare à la girafe, les mange-mille sont les seuls que les lions n'intimident pas. Après que les mâles se soient servis, ma mère et ma sœur sont autorisées à prendre leur part de la girafe. Leur museau tout barbouillé en témoigne. Elles se sont bien régalées. Le frère de Léo est retourné sur sa proie. Les prédateurs de second rang s'impatientent, mais tant que le lion est là, ils n'osent pas s'approcher. Dès qu'il s'éloigne, c'est la curée des vautours et des marabouts. Un morceau d'intestin, c'est tellement bon qu'on se l'arrache. Attention, une tongue en plastique, ce n'est pas comestible. Le légitime propriétaire n'entend pas abandonner son bien, même s'il n'a plus faim. Il faut savoir se faire respecter. En quelques jours, le niveau de l'eau a encore baissé dans la mare. Il ne reste plus que quelques trous d'eau boueuse. Les mangoustes s'en contentent. Les babouins aussi. Léo, le jeune, n'arrête pas de se bagarrer avec sa sœur Léa, la petite. Petite, façon de parler, car elle est presque plus grosse que lui. L'enjeu est de s'emparer du meilleur téton. Mes lionceaux grandissent en beauté, pas en sagesse. Après tout, ces bagarres les préparent à la dure loi de la savane. Ils la connaîtront bien assez tôt. La coutume chez les lions est de rester cachés pendant 10 semaines après les naissances avant de retrouver le clan, par précaution, pour éviter que des adultes étrangers essaient de tuer les petits.
La mare est désormais à sec. La girafe n'est plus qu'un tas d'os. Les charognards se disputent les dernières miettes. Les ibis ont rejoint les vautours et les marabouts. La chaleur est de plus en plus intense. Elle est passée de 43 à 45 degrés. Tous les habitants de la savane cherchent de l'ombre. Les proies se font rares. Il n'en reste que les carcasses. Je vais chercher de l'eau dans la dernière rivière où il y en a encore, le Bahr Salamat. Les crocodiles du Nil occupent le dernier trou d'eau. Quand cette rivière sera à sec elle aussi, ils n'auront plus qu'à se réfugier dans leur tanière pour estiver en attendant la prochaine pluie. Je me demande où est passé mon clan. Il a déserté notre territoire habituel. J'explore les environs à sa recherche. Une partie de ma famille a émigré vers le sud, comme les éléphants. Un groupe de 300 s'est regroupé sous les acacias les plus touffus. Les éléphants ont chaud, mais ça ne leur coupe pas l'appétit. Aucun tronc d'acacia ne leur résiste. Le bois cassé laisse couler la gomme arabique. Ça intéresse les humains, pas les éléphants. S'attaquer à un groupe de 300 éléphants est totalement téméraire. Mon frère n'insiste pas. Tout est vraiment sec. Le fond des mares porte des traces de piétinement. Les mottes de terre asséchées sont aussi dures que de la pierre. L'herbe s'est transformée en paille. Les babouins n'ont plus que les racines à manger.
Je ne trouverai pas la force de nourrir mes lionceaux si je n'ai plus rien à manger. J'ai avalé tout le bubal, mais ce n'est pas le moment de m'éloigner. Les hyènes ont repéré mes lionceaux. Elles guettent mon départ pour se jeter sur eux. Elles n'en feraient qu'une bouchée. Mon cousin le léopard a les mêmes mauvaises intentions. Non seulement je n'ai plus rien à manger, mais bientôt plus grand-chose à boire non plus. La rivière est à sec. Mes antilopes et tous les herbivores migrent au loin, là où il y a encore de l'eau et de l'herbe à brouter. Je m'inquiète. Avec la multiplication des sécheresses et des inondations extrêmes, ma savane devient de plus en plus aride. Je me demande si elle va se transformer en désert, comme le nord du Tchad, qui était aussi vert et boisé que Zakouma autrefois. C'était il y a 7 millions d'années. Des centaines d'espèces d'animaux vivaient là. Et il y avait aussi Toumaï, l'un des ancêtres de l'espèce humaine. C'est le paléontologue Djindou Malba Yaounta qui l'a trouvé. Bien, je dis grosso modo, c'est dans cette région appelée Toro Menala que j'ai eu à découvrir Toumaï, ce crâne qu'on appelait Toumaï, le 19 juillet 2001, moi dans cette région. À N'Djamena, le Centre national de recherche pour le développement conserve le crâne de Toumaï. Il est déformé par des millions d'années de fossilisation. Toumaï était entouré d'animaux énormes, les ancêtres ou les cousins géants de ceux qui vivent autour de moi. La mâchoire du crocodile préhistorique est gigantesque comparée à celle d'un crocodile du Nil d'aujourd'hui. Il y avait aussi une girafe géante, à l'énorme mâchoire comparée à celle de la girafe de Zakouma. À l'université de Poitiers, le laboratoire de paléontologie utilise un tomographe pour analyser de l'intérieur les fossiles de l'époque Toumaï, sans les casser ni les découper. Les scientifiques veulent comparer la faune de l'époque à celle qui vit aujourd'hui à Zakouma, où le paysage est comparable à celui où vivait Toumaï. C'est le paléontologue Michel Brunet qui a identifié Toumaï comme l'un des ancêtres de l'humanité. Je me demande si j'avais aussi les miens autour de Toumaï. Alors, clairement, à 7 millions d'années au Tchad, il n'y a pas de lion. Mais très clairement aussi, à 7 millions d'années, il y a beaucoup de félins, mais qui sont tous des félins à canines supérieures en lame de sabre. Vous partez d'une taille qui est proche de la taille de la panthère pour arriver à celle d'un tigre de Sibérie, 500-600 kilos. Quand on a des voisins comme ça, c'est mieux de savoir grimper aux arbres rapidement. Ces tigres étaient mes cousins. En 7 millions d'années, le réchauffement climatique a totalement modifié le paysage et la faune. Est-ce que c'est ce qui m'attend ? Patrick Vigneault, le directeur du laboratoire, l'explique. En fait, pendant très longtemps, on a pensé qu'on faisait une relation entre une disparition d'une espèce et une modification climatique, et on disait la modification climatique est à l'origine de la disparition de l'espèce ou à l'origine de la migration de l'espèce. En fait, c'est vraisemblablement plus compliqué. On est dans un système d'écosystème extrêmement complexe, comme dans un écosystème actuel, et on sait que le climat, il influence non pas directement les faunes, mais peut influencer la flore, donc influencer les herbivores qui eux-mêmes vont influencer les carnivores qui suivent les herbivores. Ce qui est important à savoir maintenant, c'est pas sur l'intensité, c'est la rapidité de modification du climat. Là, depuis 100 ans,
l'homme a réussi ce prodige de faire modifier le climat d'une manière extrêmement rapide. Et toute la problématique réside dans le fait, est-ce que les végétaux vont avoir le temps de s'adapter? Comment vont-ils s'adapter à une telle rapidité du changement? Bien évidemment, les herbivores aussi, les carnivores à la suite. C'est ça la vraie problématique humaine de la modification climatique. Les carnivores vont devoir suivre les migrations de ces herbivores. Si ça se passe dans un flux de temps relativement lent, naturel, entre guillemets, bon, les carnivores suivront les migrations des herbivores, c'est ce qu'ils font, on le sait bien, en Afrique de l'Est, dans les grands parcs d'Afrique de l'Est. Si cette migration est très rapide, on ne sait pas encore, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul pour se rendre compte de comment vont réagir les prédateurs par rapport à ces grandes migrations d'herbivores. Mes lionceaux grandissent, ils ouvrent les yeux et sont de plus en plus remuants. On pourra bientôt quitter notre abri douillet pour rejoindre ma mère, ma sœur, mon frère et le reste du clan. Une nouvelle menace, les feux de brousse. En fin de saison sèche, tout est si sec qu'une seule étincelle embrase des centaines d'hectares. Les petits animaux ne peuvent pas fuir assez vite. Le serpentaire va bientôt manger du serpent grillé. Mes petits et moi, nous avons échappé aux flammes. 3 mois d'isolement, ça suffit. J'ai retrouvé mon clan. Pendant que mes lionceaux restent sous la protection de ma mère et de ma sœur, je repars à la chasse avec mon frère. Pour survivre, nous allons suivre la grande migration des herbivores. À l'extérieur du parc national, la grande plaine d'Amdouma conserve de l'eau jusqu'à l'arrivée de la prochaine saison des pluies. Les éleveurs de toute la région viennent y faire paître leurs troupeaux. Je rêverais bien d'une vache, mais j'ai appris à mes dépens que c'est dangereux. Nous, les lions, nous avons été persécutés par les éleveurs. Nulle part dans le monde, élevage et carnivores sauvages ne font bon ménage. L'élevage, c'est une des solutions provisoires que les hommes ont trouvées pour échapper aux fluctuations du climat. Lorsqu'ils n'ont plus trouvé dans la nature assez de gibier pour se nourrir, les hommes ont élevé des vaches. Puis, lorsque le climat s'est encore asséché, ils ont élevé des moutons qui mangent moins que les vaches, puis des chèvres, des ânes et des dromadaires encore plus sobres. Puis, alors que leur terre d'origine se transformait en désert,
ils ont dû déménager vers le sud, rester plus humides. Cela s'est passé ainsi tout au long de l'histoire du Sahel. Les animaux et les hommes migrent dans la même direction. Notre sort et celui des hommes sont liés. Quand il n'y aura plus d'eau nulle part, nous, les lions, nous ne pourrons plus vivre ici. Mais les hommes et leurs troupeaux non plus. Dans notre intérêt commun, il faudrait que les hommes essayent de freiner les bouleversements du climat. Car nous, les lions, nous n'y pouvons absolument rien.